l'objectif premier de l'opposition est de pouvoir mettre en place les fondements d'un état de droit et d'un jeu démocratique loyal. C'est ce qui vous explique en fait cet aréopage très divers, très hétéroclite entre islamistes, laïcs, démocrates, nationalistes, il y a de tout. Et c'est en même temps le tour de force parce que lorsque vous revenez à la plateforme de Zeralda, donc le document qui en est sorti, un document de plusieurs pages, qui décrit un peu le diagnostic, qui fait le diagnostic de la situation du pays et qui ouvre des perspectives avec même une démarche à opérer. Ce document-là se réfère d'abord et avant tout aux libertés individuelles et collectives, au respect des droits de l'homme, à l'égalité de l'homme et de la femme, à l'établissement d'un état de droit au sens plein du terme. Ensuite, avec des exigences sur l'ordonnancement des institutions de façon tout à fait moderne. Donc que les islamistes et les laïcs et les démocrates se soient entendus sur ce document, je pense que c'est un très très grand pas pour l'Algérie. Bon, je dois dire que le FFS avait participé à la conférence de Zeralda, mais juste après, le FFS a fait sa propre évaluation des choses. Il a estimé qu'il était en mesure, lui, de jouer l'intermédiation entre le pouvoir, les partis politiques du pouvoir et les partis politiques de l'opposition. Je pense qu'il n'a pas été assez précis dans son évaluation et peut-être qu'il y a eu une déconnexion par rapport au réel. Le FFS a donc fait cette tentative, il s'est rapproché des partis politiques qui sont autour du pouvoir, qui gravitent autour du pouvoir et qui ne sont pas le pouvoir de toute façon, ce ne sont que des instruments du pouvoir. Mais il s'est vu un peu renvoyé dans les cordes, en fait. Oui, je pense qu'il faut que le FFS tire cette conclusion-là. De toute façon, il ne pouvait pas, même si le pouvoir avait fonctionné, avait voulu de cette conférence, mais l'opposition ne pouvait pas l'accepter parce que c'était vraiment déstructurer ce qu'on commençait à construire. Et c'était rentré dans une impasse. Donc toute l'opposition a pris, pour le moins qu'on puisse dire, des réserves, a émis des réserves, mais plus que ça, on a refusé d'entrer dans ce dialogue-là qui n'aurait abouti à rien du tout, sinon à déstabiliser et déstructurer l'opposition. Je pense que le FFS commence à tirer vraiment les leçons. Le 18 février dernier, il avait fait un grand meeting à Alger et face à ces militants, les responsables du FFS n'ont pas été avec le dos de la cuillère contre le pouvoir, s'apercevant qu'ils ont été un peu victimes au moins d'une manipulation ou d'un jeu qui leur faisait croire que le pouvoir était prêt à soutenir cette initiative et à lui donner, disons, pas son parrainage, mais l'adoubé, et qui, en fin de compte, ont complètement lâché le FFS. Maintenant, le FFS ne peut plus représenter à lui seul l'opposition. Il ne l'a pas représenté à lui seul depuis le début, et encore moins maintenant. Je pense qu'il devrait plutôt apporter son soutien à ce qui est en train de se préparer. Je vous rappelle que en une année, depuis que cette opposition s'est constituée, il y a eu de multiples manifestations dans la rue. Nous avions défié à plusieurs reprises l'interdiction de manifester dans Alger. On l'a faite 5-6 fois. Il y a eu une grande manifestation le 24 février, c'était la date symbolique de la nationalisation des hydrocarbures, mais cette fois-ci pour dénoncer l'exploitation des gaz de schiste pour le Sud. Nous avons été à plusieurs reprises dans le Sud, à Ain Saleh, pour participer à des manifestations de masse. Nous avons été aussi en tant qu'opposition à Ouargla
Et puis nous avons organisé pas mal de conférences thématiques dont la plupart a été officiellement interdite des lieux publics, mais que nous avons tout de même maintenues dans les sièges des partis politiques. Alors, que veulent les gens au-delà? S'ils pensent qu'on doit rentrer en confrontation directe, physique et violente avec le pouvoir, ça c'est non, on ne le fera pas. Personne n'est prêt, non seulement dans l'opposition, mais même la population ne le veut pas et ne le réclame pas. Ça ne cadre pas avec notre démarche. Nous, on veut, par la pression constante, par le discours, par les positions, par la dénonciation, par la solidarité avec les différentes parties de la population qui, lorsque, pour une raison ou une autre, elles se manifestent, par ce travail-là, on essaye de faire prendre conscience aux Algériens qu'il est temps d'organiser un changement paisible, tranquille, et le mieux est qu'il se passe par la voie des urnes. Une opposition qui vient de loin, qui était dispersée, qui est en train de se réunir, de se ramasser, mais entre-temps, un pouvoir qui était très homogène, qui est en train de se disloquer, et va arriver un moment où un troisième élément de l'équation va intervenir forcément, c'est la population. Parce que malgré le fait de son retrait de la vie politique, mais simplement la situation délétère en politique, mais aussi la dégradation économique qui s'aggrave. Donc tout cela fait qu'à un moment donné, ce troisième élément de l'équation va intervenir et on ira à ce moment-là d'une façon ou d'une autre vers un dialogue. Vers un dialogue, nous on dit dialogue, mais en réalité on devra aller vers une négociation avec les centres de pouvoir qui auront rétabli un minimum d'ordre. Mais j'ai bien peur que cela ne puisse arriver du vivant de M. Bouteflika, parce qu'il est devenu l'élément bloquant de tout le système, y compris pour l'État. Vous savez que le président Bouteflika en 2008, en amendant la Constitution, s'est approprié de l'ensemble des leviers de l'État. Il est le président de la République, il est le chef des armées, il est le ministre de la Défense, il légifère comme il l'entend par décret, il nomme, il dirige, il nomme, même si c'est indirectement, mais il nomme le président de l'Assemblée, ils font élire qui ils veulent par le biais de leur parti en utilisant le trafic des urnes, il est le chef de la magistrature. Il est devenu le chef du gouvernement puisqu'il a amendé la Constitution en enlevant le poste chef de gouvernement, en transformant en Premier ministre qui n'est qu'un coordinateur. Donc il désigne, il nomme les ministres, il est tout. Il est l'alpha et l'oméga du système algérien. Or, une fois qu'il a établi cet hyper-pouvoir, il est rentré chez lui malade et impotent. Et le Conseil de ministres ne peut pas se réunir légalement. Donc, aucune loi ne peut être étudiée au sein du Conseil des ministres et ne peut plus passer à l'Assemblée. L'Assemblée est là, elle chôme. Le système est en train de bloquer de partout. Donc, tant que M. Bouteflika, qui tient apparemment coûte que coûte à rester sur le trône jusqu'à la fin de ses jours, donc, il est clair qu'il n'y aura aucune issue tant qu'il est présent. Maintenant, est-ce que le système, dans un sursaut salvateur pour lui-même et pour le pays, va faire en sorte de débloquer la situation, de trouver une issue et de réintégrer l'ensemble de la population, le représentant, l'opposition, dans une dynamique nouvelle pour reconstruire l'État, parce que c'est de cela dont il s'agit, c'est reconstruire complètement les institutions. À ce moment-là, bon, il y aura peut-être quelque chose dans les quelques petits mois à venir, mais ensuite, ce sera trop tard. Je pense qu'au rythme où on va, on peut prendre cet exemple-là ou cette image, c'est cet ascenseur qui est en haut de l'immeuble et dont les câbles viennent de casser. L'Algérie, c'est un peu ça, c'est un ascenseur qui est en chute libre. On attend, on voit les minutes s'égrener, mais le choc va être inévitable. Vraiment.